Monsieur Onana est un aventurier qui est arrivé par effraction dans les rangs du RDPC et qu'on a fait gonfler comme le tapioca au point qu'il soit devenu même conseiller municipal. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il pourrait participer à l'investiture d'un candidat à la présidence. Votre camarade, Léon Onana, qui persiste à vouloir envoyer votre candidat au repos en contestant la candidature naturelle du président Paul Biya. À votre avis, quel est son avenir au sein de votre formation politique, si bien sûr il a encore un avenir? Une analyse ou un commentaire à la lumière des cas Saint-Éloi Bidon ou même encore le professeur Messanga Nyamdi? Écoutez, vous avez un narratif qui déjà explique très bien que la question a sa réponse à l'intérieur. En gros, il n'a pas d'avenir, il n'a plus d'avenir au sein du RDPC. Ne concluez pas avant que je ne réponde. Si vous êtes militant et que vous savez lire et écrire, c'est le minimum. Vous lisez les statuts de l'association à laquelle vous appartenez. Et les statuts du RDPC qui sont contenus dans sa loi fondamentale, le livre jaune, indique que nous avons un candidat naturel. Nous, on n'est pas un parti qui passe 6 mois à chercher si son candidat est là ou pas. On a dans nos statuts la définition du candidat qui doit être le nôtre dans les élections présidentielles. Donc je crois que M. Onana doit retourner là où il est venu, à moins de se discipliner, dire qu'il n'était pas au courant, il n'avait pas lu les statuts. Auquel cas, c'est un militant terrible, comme on dit dans certaines associations, il n'a pas de place au RDPC. Mais quand j'ai fini de le dire, j'attire l'attention de nos camarades qui sont souvent investis de pouvoir d'investir les gens dans les élections, que l'irruption de M. Onana est la démonstration qu'il va falloir qu'on fasse mieux dans la sélection des gens. Parce que voilà quelqu'un qui n'habite pas le territoire camerounais, et il est conseiller municipal à Monatel. Et au renseignement que j'ai obtenu de l'intérieur, il était militant à peine une année avant qu'il ne soit investi conseiller municipal. Alors que nous avons des militants qui se battent tous les jours. Il n'est pas à mettre au même niveau que Messanga Nyamdi, non. Messanga Nyamdi est un militant qui, bon, a débordé, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est un vrai militant. Monsieur Onana est un aventurier qui est arrivé par effraction dans les rangs du RDPC et qu'on a fait gonfler comme le tapioca au point qu'il soit devenu même conseiller municipal. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il pourrait participer à l'investiture d'un candidat à la présidence. Et donc, son jeu, soit il a voulu se faire... J'espère simplement que lorsqu'on parlera du Sud tout à l'heure et qu'on reviendra sur la déclaration qui évoque le clientélisme comme l'une des tares de la République, vous serez d'accord, parce que c'est exactement ce que vous décrivez au sein de votre Vous dites que vous aimez me provoquer, mais si vous m'aimez me provoquer, c'est que vous avez un minimum de connaissance de ma personnalité. Je ne me bats jamais contre la vérité et la réalité. J'ai des amis ici qui me connaissent depuis une cinquantaine d'années, donc je suis à l'aise, vous pouvez poser toutes les questions. D'ailleurs, vos narratifs me gênent. Je vais vous dire pourquoi. Finissons avec Onana. Oui, bien sûr. Monsieur Onana a voulu faire une campagne de communication en se mettant à la marge d'une association dont il se revendique membre. Mais, il y a la décision de justice qui le juge s'est déclaré incompétent. Je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'il pensait que le dialogue était permis au RDPC, qu'il était possible de dialoguer au RDPC qu'en tant que militant, il pouvait faire valoir son point de vue. Madame, Monsieur Hervé, le RDPC, et je suis membre titulaire du comité central, comme vous l'avez dit, mais surtout membre de la délégation permanente, n'est-ce pas, du comité central dans le Vouri, oui. C'est-à-dire ici à Douala, ma ville. Nous dialoguons, nous avons des réunions, donc nous avons des cadres dans lesquels nous débattons des problèmes internes d'un parti. Nous n'allons pas devant le juge pour qu'il nous dise qu'est-ce que dit nos statuts. Et là, je pense que là, il y a un problème intellectuel. Ou bien ceux qui sont à la base de ça ont fait quelque chose qui fait chip, donc sont des ignorants, je m'en excuse. Ou alors c'est une entreprise pour déstabiliser le RDPC. Et là aussi, ils ont raté le coup. Donc je voudrais aller aux choses essentielles. Quant à ce que vous dites qui pourrait gêner, je suis à l'aise. C'est pour ça que j'ai accepté de monter vos 6 étages d'escalier à pied pour venir à votre émission que je n'ai pas fréquentée depuis. Je reviens quand même sur l'introduction de cette émission. Xavier vous a donné, bon, en étalant... C'est un tacle dans la cheville, Hervé Emmanuel. Je suis désolé, je vous dis ce que je pense, je suis un homme libre. Xavier vous a expliqué ce qui se passe. Au Cameroun, c'est incroyable. On a le don de créer des débats artificiels. Le Cameroun joue avec la Russie quand la Russie est sous sanction. Et là, je parle en tant qu'expert. Ce ne sont pas vos agrégés du dimanche ou vos doctorants du dimanche. La Russie n'a plus de relations bancaires, Xavier vient de dire. Il est sorti du système SWIFT. Et donc, il pouvait régler
ces problèmes quand il y avait des transferts d'argent, en prenant des voies de contournement. Mais il ne s'agissait pas que de la Russie. Bon, et ça, aucun journaliste ne l'explique. On dit que l'argent allait dans le compte du président de la fédération. Non, pour que la Russie paye, comme Xavier l'a expliqué, ce match-là, et la Russie était même sous sanction de la FIFA, ne pouvait pas jouer avec. C'était un acte de courage et d'indépendance que l'équipe du Cameroun ait choisi de jouer avec la Russie pendant ce cause des affaires de l'Ukraine. Et donc l'argent est passé par le Qatar, il fallait bien que quelqu'un transporte cet argent, et par le Qatar, il fallait qu'on le dépose dans un compte. La fédération n'avait pas de compte. Et Xavier vient de vous l'expliquer, pour aller en Russie, on ne va pas en Benskin. On ne prend pas les motos-taxis de New Dedo pour aller en Russie. On ne parle pas que de la Russie. Non, pour aller jouer, on paye les avions, on paye les séjours et tout. Et Xavier vous a dit, si on nous disait que rien de tout cela avait été payé, donc l'argent est allé dans la nature, il y aurait débat. Mais tout cela, c'est de l'opportunisme politique. L'autre, enfin, j'essaie d'être télégraphique parce que ça ne vaut pas la peine. C'est d'un niveau qu'il ne faut même pas répondre. C'est l'agitation, comme d'habitude, au Cameroun. Et on fait le bashing sur le président de la fédération. C'est ridicule. La question que le docteur Gapoul vient d'évoquer là, ça relève du même tonneau. Un dictat, c'est lui qui saisit, c'est-à-dire le SINAFOC, qui saisit les instances jusqu'à la CAF. On lui dit qu'il s'est mal pourvu. Je parle à un enseignant. On le renvoie là où il devait se pourvoir. Il est rattrapé par le fait que, il n'y a aucune disposition, ça je le dis docteur, qui dit que les fédérations doivent agréer automatiquement des associations qui souhaitent avoir un agrément. Ça n'existe pas. Maintenant, là où tu as raison, c'est qu'il peut avoir des problèmes personnels et je ne rentre pas là-dedans. Il se trouve que ce soit Ndjitam, Jérémy, que ce soit Samuel, les deux personnes ont des liens personnels avec moi puisque Samuel me présente Ndjitam et je considère Ndjitam comme un garçon bien. Maintenant, pour des raisons qui leur sont propres, ils peuvent se séparer. Mais en droit objectif, c'est-à-dire dans l'ordre public, la FECAFOOT ne commet aucune erreur dans la sanction. C'est-à-dire que vous avez fait, n'est-ce pas, un harcèlement. C'est comme demain, si nous déclarons que M. Onana n'est plus militant du RDPC, vous allez nous le reprocher. C'est lui qui allait devant la justice, on ne le connaissait même pas. Vous comprenez? Moi, je suis militant de la RDPC depuis sa création. Je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Donc, en conclusion, que les narratifs du bruit en ville ne viennent pas troubler une émission où vous avez mis d'excellents panélistes et pour une fois, on ne va pas être avec des aboyeurs. Merci Hervé. Emmanuel Combes. Je ne vous laisserai pas appeler mes panélistes habituels aboyeurs. Je ne vous laisserai pas appeler mes panélistes. Je ne parle pas des 7 hebdo. Très bien. Je parle des plateaux du dimanche. Ce sont des églises de réveil organisées. Merci Hervé. Emmanuel Combes. Comme les pentecôtistes. Au téléphone, tout à l'heure, nous aurons Célestin Yandal, qui est le maire UNDP de la commune de Toubouro, c'est dans le Grand Nord. Donc on discutera avec lui lorsqu'il s'agira d'aborder la question des alliances. Donc, présidentielle de 2025, je le disais, des ressortissants de la région du Sud, terre natale du président Paul Biya, appelle à un changement de régime. Dans une déclaration signée ce 18 juin 2025, il dénonce avec virulence ce qu'il qualifie de 43 années de marginalisation silencieuse de leur région. Djekam Tchamini, on va commencer par vous. Quelle est la valeur politique de la déclaration publiée ce 18 juin, invitant les populations du Sud à voter contre le régime du président Paul Biya? Quelle est la valeur politique de cette déclaration? Eh bien, j'ai reçu cette déclaration, je dirais, avec beaucoup de plaisir, parce qu'elle rencontre les déclarations que je fais depuis, selon lesquelles on se trompe chaque fois qu'on dit au Cameroun qu'une ethnie est au pouvoir. Si vous observez le Cameroun depuis les années 1960, Ahidjo a fait 25 ans au pouvoir. C'est dans le nord et dans l'extrême nord que vous trouvez un degré de pauvreté extrême. Et la déclaration ou l'appel de 8 personnes se déclarant étant du Sud vient confirmer que les thèses selon lesquelles les bêtis sont au pouvoir, ça relève de, je sais pas, de l'enfantillage politique. En fait, le Cameroun est dirigé par une oligarchie multiethnique et bilingue qui tient ce pays et qui a obtenu dans les années 60 un transfert de pouvoir
des anciennes puissances coloniales. Et l'oligarchie est faite de factions ethniques qui se renouvellent au fil des années et qui se caractérisent par des batailles internes pour le partage du gâteau. Il est vrai que dans le cadre de ce partage-là, celui qui se trouve à la tête, la faction ethnique, dont le membre est le chef de l'État, à la part du lion, disons ça comme ça, mais c'était une sorte d'équilibre instable et qui trouve toujours à un moment donné, à l'orée des successions, une exacerbation de ces conflits-là. Et ce que vous voyez en train de se manifester n'est en fait que le produit de ces batailles internes qui naissent naturellement du fait que tout le monde sait que même naturellement, le chef de l'État actuel va incessamment quitter le pouvoir. Donc ces batailles de succession se manifestent aussi autant à l'intérieur même du RDPC que dans le pays, dans son ensemble, et chacun y va un peu du sien, quoi. Xavier Messé, quelle est la pertinence et l'opportunité de cette déclaration publique? La pertinence est liée parce que d'abord, c'est une douzaine de personnes qui ont signé et c'est pas n'importe qui. Vous retrouvez dans cette panoplie de noms des personnalités du monde politique et des personnalités du monde universitaire et qui ont des voix qui portent. Ça, et le contenu des messages est éloquemment pertinent. Ils se sont élevés pour aller au-delà, comme disait Dominique, pour aller au-delà de ces petits clivages ethniques qui caractérisent notre environnement politique. Donc c'est des personnes courageuses qui, au-delà de leurs origines, sont sorties pour pouvoir produire une déclaration partagée, dont le contenu est vraiment partagé. Et je suis certain, le fait que nous en parlons aujourd'hui sur ce plateau, d'autres médias l'ont déjà relayé, je suis sûr que ça va être sur tous les plateaux de débats du dimanche et du week-end. Cela signifie que c'est une déclaration qui a son impact, qui va avoir son impact sur l'opinion publique, ça c'est certain. Mais ce qui me paraît quand même assez regrettable, c'est que après que cette déclaration a été rendue publique, où on retrouve vraiment ce que je pourrais appeler des sommités intellectuelles dans cette région du Sud, après que cette déclaration a été rendue publique, on a vu des gens politiques qui vont sur des plateaux de télévision, qui pondent des tribunes libres pour prôner l'unité nationale et qui ont osé écrire que, je peux le citer, hein, c'est monsieur, je crois qu'il est souvent invité chez vous, il dit que... Oui. Il a fait une déclaration malheureuse qui, en d'autres temps, les tribunaux se seraient saisis de cette déclaration pour le traduire en justice, parce que la haine, le tribalisme, c'est proscrit dans nos textes. Il dit qu'il ne comprend pas comment les dignes fils du pays, du terroir, qui portent des noms célèbres, ethniques célèbres, se permettent de signer ce genre. Ils profanent le nom de la lignée. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus la liberté, n'est-ce pas, n'ont plus la liberté d'agir. Ils n'ont pas cette distanciation de la tribu pour penser. C'est-à-dire on les oblige parce que vous êtes sortis d'une région, vous portez un nom, vous n'avez plus la liberté, n'est-ce pas, d'agir ou de protéger vos idées. De protéger, n'est-ce pas, ce qui vous paraît, ce que vous estimez être essentiel pour l'unité du pays. Si vous êtes né quelque part, il faudrait que votre comportement soit toujours, n'est-ce pas, relatif à la région, le village où vous êtes né. Alors, lorsque j'ai lu cette réaction de M. André Buter-Meka, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous savez, si c'est un autre parti politique, vous m'écoutez, si c'était un autre parti politique qui avait eu la réaction de M. Buter-Meka, mais vous auriez entendu, ce pays commencerait à brûler.
Non, je rappelle que... Mais il a dit... Il rappelle que le professeur Abba Oyono Calvin est fils de chef, fils de Sa Majesté Foumanti, chef du village Ndengue, que son oncle paternel de regretté mémoire était un ancien maire RDP Sinjoum et qui soutenait Paul Biya, et soutenir l'opposition et Maurice Kamto, c'est bafouer sa mémoire et son testament politique. Vous voyez? Je veux dire, est-ce qu'on peut classer ses écrits dans... Mais parce que vous sortez de la lignée de Foumanti, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de voter quelqu'un d'autre. Non, c'est pas possible. Il a une liberté d'idée, il a une liberté de penser. Et il peut, si Fouman était du RDPC, il peut choisir d'aller dans l'UPC, il peut choisir d'aller dans n'importe quel parti. Pourquoi le fustiger? Parce qu'il profane, vous voyez le mot est là, il profane la mémoire. Non, je pense que c'est une sortie hautement tribale qu'il faut absolument, à mon avis, condamner. Très bien. Hervé Emmanuel, comme les élites ou alors ces personnalités, dans leur déclaration publique, invitent les populations du Sud à un choix électoral éclairé, en tenant compte des problèmes qu'ils rencontrent depuis des décennies, au regard justement des problèmes qui sont mentionnés dans cette déclaration par ces personnalités. Quel type de vote mériterait en octobre le président de la République? Un vote sanction ou un vote soutien? C'est à moi que vous posez la question. Alors, vous êtes un peu d'interviewer. Moi, je suis RDPC, je vote le candidat du RDPC, c'est Paul Biya. Maintenant, si vous voulez ma position... Vous êtes également un homme de vérité, donc... Mais oui, mais la vérité est que moi, je vote Paul Biya. Moi, je ne suis pas comme les caméléons qui se baladent un peu partout dans les médias. Je suis cohérent avec ma position. Et donc, je reviens dans ce qui peut être intéressant dans la question que vous venez poser. D'abord, il faut qu'on... Les problèmes mentionnés dans la région du Sud. On pose des principes, d'accord? D'accord. Au Cameroun, nous sommes entrés en démocratie, c'est irréversible. C'est perfectible, mais c'est irréversible. La démocratie entraîne la liberté d'opinion. Le document de ce groupe de 12 personnes, comme Xavier vient de dire, qui sont 12, je n'ai pas vu, c'est une opinion de 12 personnes. Et il ne faut pas en faire une affaire nationale au point d'invoquer les morts, aller exhumer les morts. D'accord? Et là, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui suit. Moi, je parle de moi parce que je suis plus à l'aise. Je suis fils du péciste, d'accord? Je n'ai jamais appartenu, je n'ai jamais adhéré à l'UPC. Je suis le gendre du président Samuel Ebois, feu Samuel Ebois, et on verra tout à l'heure ce qui se passe au Nord. Ça a un lien avec ma famille. Je n'ai jamais été militant, ni de l'UNDP, ni du MDP. Oui. J'ai des témoins ici, d'accord? Et Xavier a raison, c'est pas parce qu'on vient de quelque part qu'on est condamné à poursuivre ce quelque part. Et donc quand on l'a dit, on redevient dans la sérénité. Vous savez, les doctorants que vous invitez ici, je suis en train d'écrire une théorie du tapioca. Vous comprenez? Quand vous versez de l'eau, ça gonfle, après ça... Hein? Et il ne faut pas gonfler ce qui est inutilement qu'on ne doit pas gonfler. Que 12 personnes prennent de faire une déclaration de cette nature, il n'y a pas d'insulte, tout ça, c'est une opinion. Et quand vous prenez les résultats des dernières élections dans le Sud, ces 12 personnes, on va voir la valeur de leur influence au nombre d'électeurs que nous auront fait bouger à partir de leur opinion. Sauf que la question il se trouve que justement là, je vous en parlais, c'est là que je ne suis pas d'accord avec Xavier. La plupart des gens qu'on appelle les sommités ici sont rien du tout. Ils sont sommités de rien, ils ont des diplômes, mais ils ne sont pas sommités. Et sommité voudrait dire que dans leur domaine... Non, s'il te plaît, Xavier, s'il te plaît. Tu es un enseignant d'université. Non. L'espace politique est pollué par une dégradation d'appellations plus ou moins contrôlées. Moi, quand je viens dans un débat, je n'impose pas mon point de vue en disant je suis banquier, je suis expert financier. Voilà, non. On va dans le débat politique et on confronte son opinion à l'opinion des autres. Sauf que la question que j'ai posée n'avait rien à voir avec... Le fait de mettre toujours professeur, d'ailleurs vous verrez les conséquences, ils sont rattrapés par cela. Professeurs, docteurs, ils sont partout, nulle part, et disent tout et rien du tout. Donc moi je pense que... comme vous êtes extrêmement malin, parce que vous vous éloignez de la question que non, je pose. La question que je pose n'a rien à voir avec qui sont les personnes qui ont fait la déclaration, qui sont les personnes qui ont fait la déclaration, mais ce que dit la déclaration. J'ai un problème avec vous. Oui. C'est que quand Xavier a dit ce sont les sommités, vous avez applaudi. Non, ce que je dis, c'est que la question que je vous ai posée à vous, ce n'est pas qui sont les personnes qui ont fait la déclaration, mais ce que dit la déclaration, le constat fait. À la déclaration. Voilà.
n'est-ce pas? Oui, le fait que vous soyez professeur ne garantit pas le bon sens de vos expressions publiques. Vous allez le faire dans votre campus universitaire et les élèves qui sont obligés de vous écouter, même quand vous racontez des conneries, eh ben c'est leur problème parce que c'est leur statut. Si on revient là dans le débat mandat impératif, mandat représentatif, vous allez voir qu'au nom des appellations plus ou moins contrôlées, ils ont occupé les télévisions pour brasser du vent. Alors moi je reviens dans la déclaration. Voilà, parce qu'il parle des infrastructures routières en délabrement, il parle du système éducatif défaillant, il parle des structures sanitaires insuffisantes, il parle de l'économie locale anémiée face au clientélisme et à la gérontocratie. Donc voilà. Donc moi je pose la question, est-ce que le constat qu'il pose, est-ce que les problèmes qu'il pose sont des problèmes réels? Et alors maintenant vous allez me laisser répondre? Oui, monsieur Hervé Emmanuel Kopp. Il se trouve que ce sont des bénéficiaires de ceux qui sont dans leur rêverie, de ceux qui croient dénoncer. Mais bon, comme ce n'est pas personnel, n'est-ce pas? Je ne veux pas continuer dans ce sens. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous avez fini de faire ce constat, allez à la conquête du suffrage universel pour changer les choses, à moins que vous preniez notre voie. Mais vous ne pouvez pas seulement venir dire, parce que je suis professeur agrégé de Mars, voici comment ça se passe. Donc, je vais dire, nous sommes en haute saison des opportunismes. D'accord? Et vous voyez que la haute saison des opportunistes entraîne aussi en conséquence la haute saison de démagogie. La haute saison des gens qui fuient et qui veulent quitter le navire dans lequel ils sont. Vous verrez même que certains vont renoncer à leur nom de famille alors qu'ils ont été que bénéficiaires des privilèges des noms de famille. D'où je dis, on ne peut pas rejeter la sortie de Luther Meka totalement. Je ne la partage pas. J'aurais peut-être fait. Mais elle rencontre une réalité. C'est que plusieurs des signataires de ce groupuscule sont des bénéficiaires du fait que le président soit originaire du Sud. Moi, je suis direct. Donc, quand j'ai fini de le dire, je dis, si c'est leur analyse, ben, ils ont la liberté d'opinion d'adhérer à des associations qui vont nous combattre et on va voir le peuple souverain choisira qui est dans le bon sens. Et quand le peuple a choisi, nous ne sommes pas leurs élèves qui se soumettent à la volonté du peuple souverain. Voilà. Très bien. Docteur, quel pourrait être l'impact de ce manifeste sur la campagne électorale à venir? Alors, moi je dirais que le seul fait d'insister sur le fait que ce soit des personnes du Sud et puis qui s'attaquent au président de la République, en tout cas demandent à ce qu'on ne vote pas pour lui, moi ça me pose problème. En réalité, vous savez, les problématiques posées sont celles qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire camerounais. Le seul fait qu'on y donne une emphase particulière parce que c'est porté par des fils du Sud, ça veut dire qu'en réalité, nous vivons, ne serait-ce que sur le plan conceptuel, une certaine ethnocratie qui est en train de se transformer en ethnophagie. Le vrai problème ici, c'est que les gens finissent par comprendre dans notre pays, et c'est ce que nous essayons de mettre en place en valeur à partir de cette élection de 2025 dans le projet que nous portons, c'est de dire que il est important, nécessaire, impératif que le Cameroun enfin essaie de mettre en place une nation. Qu'on construise une nation, parce qu'on dit, sur le plan populaire, la vie c'est devant, c'est pas derrière. Absolument. Or, ce qui est présenté là, c'est la conscience des gens. Ils ont une conscience d'un ancêtre commun, de conscience d'avoir des origines communes, conscience d'avoir une appartenance antérieure. Or, la construction d'une nation, c'est la conscience d'avoir un avenir commun, d'avoir un futur ensemble, de construire quelque chose ensemble. Donc, véritablement, ici, il y a un problème grave. On va revoir la même chose quand on va parler du septentrion, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a dans le nord du Cameroun des gens qui disent nous les nordistes. Les nordistes, c'est quoi? Prenez la question du lamidalisme, prenez la question du colonialisme qui se pose dans le nord. En quoi un Peul et un Fali, un Kirdi ont des ancêtres communs? Rien du tout. Donc en fait, on a fabriqué, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, une certaine des micro situations comme ça qui font en sorte qu'ils deviennent même des nano-situations d'appartenance, qui font en sorte que finalement on peut rien construire ensemble parce que systématiquement on va dire bon, quand on peut tirer un intérêt, ah oui il est de chez moi, je vais en tirer un intérêt, et finalement ah non s'il ne répond pas comme je l'entends, ben finalement non mais il est quelqu'un qui n'est pas digne d'appartenir à notre genre. Non, je crois qu'il faut qu'on sorte de là. Moi je pense que ce qui est soulevé ici, c'est plutôt une très bonne opportunité pour que les Camerounais se disent finalement, est-ce que la question
du développement, du bien-être, de la reconnaissance du mérite de chacun n'est pas ce qui devait être mis en avant par rapport à ces appartenances qui en réalité ne correspondent à rien. Excusez-moi de terminer par là. J'ai lu en venant cette question par exemple qui se pose, parce que j'ai travaillé sur la question des équilibres régionaux. En voyant ça, c'est très grave. Quand vous voyez dans les textes portés par l'État que l'appartenance à une région, c'est relatif à l'origine de ses parents. Et quand on a deux parents de deux régions différentes, c'est quoi? On appartient à quelle région? Donc en fait, on a des sérieux problèmes. Et je pense qu'ici, et cette élection, on a l'occasion de sortir de là. Très bien. Il ne faut pas banaliser la fonction d'enseignant. Qui s'appelle docteur ou professeur, il ne faut pas banaliser. Il faut prendre ça très au sérieux parce que la capacité pour un enseignant qui se retrouve devant une centaine d'étudiants tous les jours, chaque semaine, elle est importante. Son influence est très importante dans l'opinion publique. Il ne faut pas dire un seul instant que parce qu'il est enseignant, quel est l'impact qu'il a sur... Oh, non, c'est faux. Parce que vous savez, quand vous prenez... Vous pouvez mépriser le titre de docteur ou de professeur. Allez, c'est votre droit. Mais une personne qui a devant elle une population de jeunes à qui il s'adresse chaque jour et il contribue à façonner leur esprit critique, il faut prendre cette personne très au sérieux. Je peux répondre rapidement sur ce point. Je sais que tu es enseignant et j'ai du respect pour ton métier d'enseignant. Mais je vais dire, les curés, les évêques, les prêtres, les imams restent dans les cathédrales ou les mosquées. Et ce n'est pas une garantie qu'on va traduire à l'extérieur les discours, les envolées lyriques qu'ils peuvent avoir à la mosquée. Et quand ils sortent de la mosquée ou de la cathédrale, ils prennent le risque de la critique parce que ce n'est qu'une opinion. Et nous sommes des individus libres. Je ne néglige pas l'influence que peut avoir chacun dans son métier avec le public qui s'adresse à lui. Mais je veux dire, ça ne doit pas être un argument d'autorité pour dire que c'est ça la vérité à la sortie de cette opinion. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'il y ait de mésentente là-dessus. Si je redevenais jeune, je passerais peut-être 4 agrégations pour occuper tous les plateaux. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, ce n'est pas un argument de dire que parce que quelqu'un a une appellation plus ou moins contrôlée, alors ce qu'il dit, c'est ça le sens de l'histoire. Je dis non. Moi, j'ai une éducation. J'ai une éducation qui fait que je n'ai pas peur de le caractère mosaïque des opinions. Et c'est ce que M. Kamchamini vient de dire, quelque chose que je partage, tout comme le docteur. Ouais. Si nous allons dans un dépassement chacun de soi, de sa circonférence, de l'endroit où il est né, nous allons construire une nation. Mais si nous commençons à ériger les barricades, nous allons faire une déflagration. Bon, prenez par exemple là, autour de cette table, il y a des ticards. Je ne sais pas qui. Mais faites une émission, vous qui avez de l'influence en tant que médiatrice. Qu'est-ce qu'un ticard? Ils sont dans combien de régions? Ils sont dans combien de régions? Et ils sont dans des régions où, si chacun défendait que sa région, les ticards seraient en tamponnement. Vous aurez des surprises. C'est comme, je lis des programmes politiques, comme nous dit, fédéralisme communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens intellectuel. Parce que, comme disait le docteur Ngapou, nous devons nous dépasser pour construire une nation d'avenir. Et nous ne savons même pas quelle est sa dimension. Et ça a des conséquences sur des questions qui nous concernent actuellement, telles que la binationalité, les mariages mixtes. Moi, par exemple, je suis né à Douala, d'un père qui est d'origine d'Assara-Maritime. J'ai grandi à Paris, 38 ans. J'ai épousé une Mbo et j'ai des enfants, j'ai même des enfants eurasiatiques, américains et français. Ma nation, c'est le Cameroun, parce que c'est mon choix, et je ne peux pas m'inscrire dans les débats fondés sur le tribalisme en disant les Bamileke occupent mon aire, donc tous les Bamileke sont comme ça. Non, c'est inacceptable. Vous comprenez? Donc, je suis pour qu'on continue. Je termine là-dessus parce que tu me mets dans une situation où, comme on va aller au poulailler, on dit qu'on n'aime pas les universitaires. Je n'ai aucun complexe. J'ai fait des études multidisciplinaires qui font que je dis simplement que quand vous sortez de l'université, considérez que vous n'avez qu'une opinion et vous la mettez à l'épreuve des autres opinions. Merci.